Bonjour à tous, merci d'avoir patienté jusqu'à maintenant. Donc moi je m'appelle Pierre et je suis conteur. Je m'appelle Vincent, je suis musicien. Voilà, vous avez compris que c'est moi qui parle, puis c'est moi qui ai le micro. Euh, Est-ce que vous avez déjà vu des spectacles de contes? Non, oui, oui. Alors le conte c'est pas du théâtre. C'est-à-dire que je ne sais absolument pas enfin je sais ce que je vais vous raconter, mais je ne sais pas comment. Donc je vais me nourrir un petit peu de vous, voilà. Donc si on refait ce spectacle demain, il sera sensiblement différent. Vous êtes là, c'est un spectacle unique, vous avez de la chance. Mais pour pouvoir écouter du conte, il faut être prêt à écouter du conte. Est-ce que vous êtes prêt à écouter ces histoires? Ah, moi je suis pas sûr. C'est comme pour faire du sport. Qu'est-ce qu'on fait avant de faire du sport? On s'échauffe. Donc on va s'échauffer tous ensemble pour que vous soyez prêts à écouter cette histoire. Surtout qu'il y en a qui patientent depuis une demi-heure. Donc c'est très simple. Tout le monde met ses mains comme ça. Madame aussi, là, je vous vois. Vous voulez pas comme ça les mains. Et on se frotte les mains. Pour écouter les histoires, de quoi est-ce qu'on a besoin? On a besoin de ces... Alors on va se frotter les oreilles pour qu'elles soient bien ouvertes. On dégage les cheveux, pour ceux qui en ont. Ok. Et on continue, on se refrotte les mains pour écouter les histoires. On a encore besoin de quelque chose. On a besoin de ses yeux. Eh oui, parce qu'on écoute aussi. Alors attention aux lunettes. Oui, je sais, t'as pas bien envie de le faire. Ouais, c'est pas grave. Et on frotte, on frotte. Par contre, il y a quelque chose dont on n'a pas besoin pour écouter les histoires. C'est sa bouche. Donc on va se frotter là. Alors pas moi, sinon je peux rien raconter. Et on se frotte une dernière fois les histoires, les mains. Ça commence bien, très 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 fort. On a besoin d'une dernière chose pour écouter des histoires. On a besoin de son cœur. Alors on va frotter son cœur pour que les histoires que je vous raconte puissent rentrer à l'intérieur et qu'en sortant d'ici, vous puissiez les raconter à votre tour. Parce que c'est le principe de ces histoires. Si elles sont arrivées jusqu'à nous, c'est qu'elles étaient racontées, racontées et racontées. Est-ce que vous êtes prêts maintenant? Eh bien, on va pouvoir commencer. L'histoire que je vais vous raconter, c'est un peu l'histoire de ma vie. Je sens que vous êtes intéressé par connaître ma vie. En fait, vous savez, chez les conteurs, on dit toujours que ce ne sont pas les conteurs qui choisissent les histoires, mais ce sont les histoires qui vous choisissent. Ben moi, cette histoire, elle m'est tombée dessus alors que j'étais encore un jeune conteur, un jeune Aed, on disait à l'époque. Et depuis, ça m'a fait voyager. Ça, j'en ai pris des bateaux, j'en ai pris des mal de mer aussi. Mais j'y suis arrivé. Je suis arrivé au bout de mon histoire et tout est là. Mais ça, vous le saurez à la fin. Bah oui, je vais reprendre du début. J'étais qu'un jeune conteur et ce jour-là, on est venu frapper à ma porte. J'ai ouvert, j'ai vu un gars que j'avais jamais vu. C'est bizarre, il avait des petites ailes à ses chaussures. Je l'ai regardé, il m'a regardé, il m'a dit: Tu as été choisi. Tu as été choisi pour raconter la guerre de Troie. Ouais, mais c'est qu'à cette époque-là, la guerre n'était pas finie. Bah oui, ça faisait déjà 10 ans que ça durait. Moi, j'avais pas envie d'aller au milieu de la guerre, au milieu des combats. Mais le gars là, il m'a dit: T'inquiète pas, d'ici peu, ça sera terminé. Il a l'air super au courant. Et je lui dis: Mais pourquoi? Ce qu'on voudrait là-haut, là-haut, ce qu'on voudrait, c'est que tu racontes comment et surtout pourquoi il y a eu cette guerre. Et trouve-nous un responsable. On a toujours besoin d'un responsable. Trouve la personne qui est responsable de cette guerre. Et crois-moi,
Tu seras connu à travers les siècles. Vu que les ordres venaient de là-haut, quand les ordres viennent de là-haut, il vaut mieux s'y plier. Alors j'ai même pas eu le temps de me retourner vers lui que il avait disparu. Ce qui fait que quelques temps après, je me suis retrouvé sur un bateau. Direction Troyes. Sur ce bateau, j'ai fait la connaissance d'un vieil homme, un aveugle. Il s'appelait, attendez, comme celui qui est tout jaune avec un gros... Homère. Homère, il s'appelait. Il m'a dit que lui aussi, on l'avait envoyé raconter la guerre de Troie. Mais lui, il préférait s'intéresser aux héros grecs. C'est sur le bateau qu'on a appris que la guerre était finie. Oui, oui. On nous a expliqué. On nous a dit que les Grecs l'avaient emporté. Moi, ça me rassurait. Au moins, j'allais sur un endroit, la guerre était terminée, je risquais pas trop ma peau. Ils nous ont expliqué que les Grecs avaient fait semblant de s'enfuir. Qu'ils avaient laissé sur la plage un énorme cheval en bois. Ouais. Qui était, non? Je dois faire comme ça, t'es d'accord? Et les Troyens, croyant que les Grecs s'étaient enfuis, croyant que ce cheval était un don pour la déesse Athéna, eh bien ils ont fait rentrer le cheval à l'intérieur de la ville, et puis ils ont commencé à fêter la victoire. Au milieu de la nuit, le cheval s'est ouvert, et sont sortis du cheval des guerriers grecs, menés par un certain Ulysse, oui. Ah oui, je crois que vous connaissez, Homère a eu un grand succès avec ce type-là, j'aurais dû écrire sur lui, moi. En tout cas, lui et ses hommes ont pillé la ville, ont incendié la ville, ce qui fait qu'au petit matin, il ne restait plus rien de Troie. Les hommes avaient été massacrés, les femmes réduites à l'esclavage, ou pire encore. Tous est mort. Tous est mort pourquoi? C'est bien ce que je me demandais. À ce moment-là, on est arrivé sur les rivages de Troie. Il fallait tout de suite que je trouve des témoins, des gens qui avaient assisté à ça. Peut-être qu'ils pourraient me dire ce qui s'était passé. Alors j'ai vu un guerrier grec. Ah oui, il est là. J'ai vu un guerrier grec, je lui ai demandé, dis-moi, pourquoi t'as fait la guerre? Ah ouais, le guerrier grec, il m'a regardé, on m'a dit de tuer des Troyens, j'ai tué des Troyens. Il y avait quelques prisonniers troyens. Voilà. Un petit prisonnier troyen. Je me demandais, mais pourquoi t'as fait la guerre? On m'a demandé de tuer des Grecs, alors j'ai tué des Grecs. C'est le problème. Au bout de 10 ans, on sait même plus pourquoi on fait la guerre. C'est alors que j'ai aperçu là sur le rivage un groupe de femmes. C'était des Troyennes qui allaient être amenées en esclavage en Grèce. Parmi elles, il y avait une jeune fille qui était un petit peu à l'écart, qui ne cessait de dodeliner de la tête dans son coin, et qui répétait sans cesse « Je les avais prévenus, je les avais prévenus ». Ça m'a intrigué, je me suis approché pour en savoir plus. Là, une vieille femme m'a dit « Oh, mais faut pas l'écouter, elle raconte que des bêtises, elle apporte que le malheur ». Et moi, ça m'intriguait, cette jeune fille qui ne cessait de répéter « Je les avais prévenus ». Alors je me suis approché d'elle, et je lui ai demandé de m'expliquer. Elle s'est tournée vers moi, elle a eu un sourire. Elle était contente qu'enfin quelqu'un veuille bien l'écouter. Cette jeune fille, elle s'appelait Cassandre. C'était la fille du roi Priam, le roi de Troie. Depuis qu'elle était toute jeune fille, elle avait une passion pour le dieu Apollon. Oui. Non pas parce qu'il était beau, non. Ce qu'elle aimait chez le dieu Apollon, c'était ses pouvoirs.
Il pouvait prédire l'avenir. Et elle comme elle aurait aimé prédire l'avenir. Oui. Alors elle passait ses journées autour du temple. Elle espérait peut-être un jour devenir prêtresse d'Apollon. Un jour, alors qu'elle dormait au pied du temple, elle a été réveillée par une lumière. Elle a ouvert les yeux et là, en face d'elle, Apollon. Elle ne savait pas quoi dire devant le dieu. Il faut dire que Apollon l'avait repérée depuis un petit moment sur Terre. Il la trouvait fort à son goût, très jolie. Il s'était dit que il voudrait bien au mieux l'épouser. Et puis c'est une fan, elle ne pourrait pas résister. Alors il s'est adressé directement à Cassandre. Il dit écoute, ne veux-tu pas te donner à un dieu? N'est-ce pas ton vœu le plus cher? Cassandre lui a dit que bah non. Enfin, vous n'êtes pas du tout mon style, hein, surtout. Mais dis-moi ce que tu veux, ce que tu désires, et en échange, tu l'auras. Moi, ce que je voudrais, c'est pouvoir prédire l'avenir comme vous. Eh bien, qu'il en soit ainsi. Maintenant que je t'ai donné le don de prédiction, tu dois te donner à moi. Apollon s'est approché de Cassandre. Cassandre a reculé, a dit que non, elle n'était pas d'accord, qu'elle ne voulait pas. Apollon s'est énervé. Apollon s'est approché de Cassandre et il lui a pris la bouche, il lui a ouvert la bouche de force et il lui a craché dans la bouche. Aïe. Ce que donnent les dieux ne peuvent pas les reprendre. Je t'ai donné le don de prédiction, ça je ne peux pas te le reprendre. Mais à partir de maintenant, tout ce que tu diras sera strictement vrai. Mais personne, jamais personne ne te croira. Même pas ta famille. Et aussitôt le dieu a disparu. Et depuis ce jour, Cassandre a tout vu. Elle a tout vu, elle a rêvé de tout ce qui allait se passer. Très tôt, elle a prévenu son père qu'elle voyait en rêve la ville en train de brûler. Mais son père ne l'a jamais cru. Elle a vu le cheval. Personne ne l'a jamais cru. Même avant tout ça. Elle a essayé de persuader son frère, Paris, de ne pas aller à Sparte. Mais son frère ne l'a pas écouté. Quand il est revenu de Sparte, au bras d'Hélène, la reine de Sparte, en disant qu'il voulait l'épouser, elle l'a prévenu. Elle lui a dit que cette femme allait apporter le malheur. Mais personne ne l'a cru. Personne ne l'a cru, personne ne la croyait. Alors elle se sentait elle aussi responsable de cette guerre si seulement quelqu'un l'avait cru. Alors, si je résume la situation, d'après ce que va me dire la petite Cassandre, son frère, Paris, serait allé à Sparte, enlever une certaine Hélène. Ouais. Mais bon, est-ce qu'on mène une guerre parce qu'on enlève une femme? Bah non, c'est monnaie courante d'enlever une femme. Enfin, à cette époque, hein. Ah, que son mari soit contrarié, on peut le comprendre. Que lui, il aille récupérer sa femme, on peut le comprendre. Mais comment est-ce qu'il a fait pour mobiliser tous les Grecs derrière lui? Bah oui, qui était? C'est mon grec de tout à l'heure. Non, dis rien. Alors, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Je me suis dit qu'il fallait que je rencontre cette fameuse Hélène. Bah oui, elle doit savoir des choses. Alors, j'ai repris le bateau. Et qui dit bateau dit mal de mer. J'ai retraversé la mer et puis j'ai marché jusqu'à Sparte. Mais c'est vrai qu'à Sparte, c'était compliqué de rencontrer Hélène. Depuis son retour chez son mari, elle était sous bonne garde.
Même un petit conteur comme moi, j'ai eu du mal. Mais j'ai réussi à convaincre son mari, Ménélas, de me la laisser rencontrer. Tout le monde disait qu'elle était la plus belle, que c'était la plus belle des femmes. Ouais, je peux vous dire que j'en ai vu, moi, des femmes. Hein. Mais c'est vrai que quand je suis rentré dans la pièce, elle était là, juste en face de moi. Je suis resté bouche bée, quoi. Je savais pas quoi lui dire. Alors, quand elle m'a vu comme ça, hébété, c'est elle qui a commencé à me parler. Hélène, je m'appelle Hélène. Je suis une princesse comme les autres. Avec moi, Hélène, j'ai mes joies, mes peines. Elles ont fait ma vie comme la vôtre. Je voudrais trouver l'amour, simplement trouver l'amour. Enfin, une princesse comme les autres, Hélène, c'était pas vraiment une princesse comme les autres. Non. Elle était la fille de Léda et de Tindar. Enfin, ça, c'était la version officielle. Parce que tout le monde savait que son véritable père, c'était Zeus. Ah oui. Oui, ce jour-là, Léda se promenait au bord d'un étang lorsqu'elle a vu un cygne majestueux. Elle est tombée amoureuse du cygne, qui était en fait Zeus transformé. Et de cette union naîtra un œuf. Et de cet œuf sortit Hélène. Un très beau poussin. Le plus beau qu'on ait jamais vu. Alors très vite, forcément, comme elle était très belle, elle a attiré la convoitise de tous les princes grecs. Tous voulaient l'épouser. Mais finalement, elle a jeté son dévolu sur Ménélas. Elle l'a épousé. Ménélas est devenu roi de Sparte à la place de Tindar. Ils ont eu une fille, Hermione. Tout se passait merveilleusement bien. Un couple heureux. Un jour, Ménélas a dû s'absenter. Il a dû aller en Crète pour régler quelques affaires. Et pendant son séjour en Crète, Hélène est restée seule au palais lorsqu'on est venu lui dire qu'un jeune prince troyen voulait la rencontrer. Comme le veut la tradition d'hospitalité grecque, Hélène a accepté de recevoir le jeune prince. Il s'appelait Paris. Quand elle l'a vu, elle a senti quelque chose au fond de son ventre. C'est comme si Aphrodite, la déesse de l'amour, prenait possession d'elle. Elle n'avait Dieu que pour Paris et ça semblait réciproque. L'entrevue qui au départ ne devait durer que quelques heures a duré quelques jours, quelques semaines. Ils étaient inséparables. Le temps a passé. Hélène en a même oublié de s'occuper de sa fille. Elle en a même oublié qu'elle était mariée. Mon mari! Bah oui, il allait revenir. On était en train de lui apprendre qu'il était sur la route du retour. Et là, Paris a proposé à Hélène de venir avec lui jusqu'à Troie. Elle l'a suivi. Alors aujourd'hui, après cette guerre, Hélène s'en voulait, mais elle ne comprenait pas pourquoi elle avait tout quitté pour lui. Elle ne comprenait toujours pas. J'avoue que j'ai rien réussi à lui dire à Hélène, tellement elle était belle, j'avais pas un seul mot. Je l'ai saluée. Je comprenais qu'elle était un peu responsable de tout ça quand même, mais ce que je comprenais toujours pas, c'est pourquoi tous les Grecs s'étaient unis à son mari pour aller la récupérer. Ça, j'avais pas les informations. Et alors que je partais, j'ai entendu une voix au fond du palais. C'est la faute d'Ulysse! C'était Ménélas, le roi de Sparte, le mari. La faute d'Ulysse. Il n'a pas voulu m'en dire plus. Son frère Agamemnon venait de mourir, il avait d'autres choses à faire. Ulysse.
Vous savez, le gars du cheval. Ah oui. Il fallait que je le rencontre, mais voilà. Plus personne n'avait de nouvelles de lui. La plupart des princes grecs étaient rentrés chez eux, lui, il avait disparu. Beaucoup le pensaient mort, hein, moi le premier. Mais de toute façon, ce qui m'intéressait, c'était de savoir ce qui s'était passé avant la guerre. Alors, je suis allé voir sa femme, Pénélope. Et du coup, j'ai repris le bateau. Et qui dit bateau dit mal de mer. Là, je suis arrivé à Ithaque, au palais d'Ulysse et de Pénélope. Moi, je m'attendais à que ça soit très calme. Non, c'était la fête. Il y avait tout un tas de gars, là, dans la cour du palais, qui buvaient, qui mangeaient, qui festoyaient. J'ai demandé ce qu'ils avaient à fêter. Ah, on m'a expliqué, non, ils fêtent rien. Ils espèrent tous, là, épouser Pénélope. Parce que si Ulysse ne revient pas, il y aura une place de roi à prendre. Pénélope avait dit qu'elle continuerait de tisser, et quand elle aurait fini, simplement, elle choisirait le prétendant. Alors ça s'éternisait. Soit elle n'était pas douée en tissage, soit il y avait un truc. Mais je savais pas. Et quand j'ai dit que je voulais rencontrer Pénélope, quand j'ai surtout dit que je venais de Troie, elle a tout de suite accepté de me voir. Elle espérait une chose, que je lui apprenne des choses sur son mari. Si j'avais des nouvelles. Malheureusement, j'ai vite refroidi ses espoirs. Non, moi ce que je voulais savoir, c'est ce qu'elle pouvait me dire d'Ulysse. Comment elle l'avait rencontré. Alors, elle a eu un petit sourire. Et puis, elle m'a raconté. Pénélope, elle m'a raconté comment elle avait rencontré Ulysse. Ça s'était passé aux alentours de Sparte, oui. Parce que Ulysse, comme les autres rois grecs, il n'avait qu'une envie, c'était d'épouser Hélène. Mais sur le chemin, il a croisé Pénélope. Et là, ça a été le coup de foudre. Un coup de foudre mutuel, un vrai coup de foudre. Pénélope m'a dit que Ulysse, c'était pas le plus beau, non. C'était pas le plus fort non plus. C'était de loin pas le plus riche non plus des rois. Mais par contre, dès qu'elle l'a vu, elle a senti son regard, dans son regard, qu'elle pouvait lui faire confiance, que c'était quelqu'un d'intelligent. Alors ils se sont aimés. Mais il fallait convaincre le père de Pénélope qu'elle puisse épouser ce petit roi d'Ithaque. Ulysse a une idée. Ulysse a toujours de très bonnes idées. Il a demandé à ce qu'on organise des jeux. Et le vainqueur des jeux pourrait épouser Pénélope. Et à votre avis, qui est-ce qui a gagné? Ulysse, bah oui. Aussi, lorsqu'un peu plus tard, Tyndare, le père d'Hélène, est venu le voir pour lui demander conseil, il était tranquille. Il savait que lui était avec Pénélope et donc il n'avait plus de vue sur sa fille Hélène. Tyndare était inquiet. Et lequel des prétendants de sa fille choisir? Bah oui, c'est quand même au père de choisir le mari de sa fille, vous êtes bien d'accord? Bon, d'accord, ici ça pose problème à personne, apparemment. Ok. En tout cas, à cette époque-là, ça se passait comme ça. Et Tyndare se dit qu'il ne fallait pas qu'il se trompe de mari. Bah oui, parce que les autres, ça allait peut-être les énerver et on risquait la guerre. Et il voulait surtout éviter la guerre. Alors il a demandé conseil à Ulysse. Ulysse a réfléchi. Il a dit à Tyndare, ben voilà ce que tu peux faire. Déjà, laisse ta fille choisir. Ah oui?
Oui, oui, laisse ta fille choisir. Elle saura. Mais avant, fais promettre à tous les autres rois qu'ils respectent son choix. Et même mieux, fais-leur promettre que si un jour il arrive quelque chose à Hélène, l'ensemble des rois de Grèce s'unissent pour aller la sauver. Et c'est ce qu'a fait Pindare, et c'est ce qu'a fait Ulysse. Il a réussi à convaincre tous les rois de Grèce qui ont signé ce pacte. Lorsque Pénélope a fini de raconter, j'ai compris maintenant ce qui s'était passé. Je l'ai laissé à son ouvrage, à son tissage. Comme tous les soirs, elle allait au bord de la mer, au bout de la jetée sur un rocher, et puis elle criait « Ulysse, reviens !» Ça, c'est pour les gens qui ont mon âge. C'est incroyable. Alors, si je résume la situation. Hélène se fait enlever par Paris. Ménélas, il n'est pas content du tout. Il se souvient qu'il a fait un pacte avec tous les rois de Grèce. Donc il les a tous appelés, son frère en tête, Agamemnon. Ils se rassemblent tous, paf, ils vont faire la guerre, des milliers de morts, un massacre. Il y a quand même quelque chose d'étrange dans cette histoire. Paris, il était pas complètement idiot. Lorsqu'il a enlevé Hélène, il savait forcément qu'il y avait ce pacte. Bah oui. Faut être soit complètement idiot, soit complètement naïf. Ou soit il s'est passé autre chose. Le mieux, c'était que je rencontre Paris, vous êtes bien d'accord? Lui m'aurait tout expliqué. Sauf que... Eh bah oui, il était mort. Ça allait être compliqué. J'aurais pu demander à quelqu'un de sa famille, mais ses frères, ses parents, ses sœurs étaient morts. Même Cassandre, j'aurais pu retourner la voir, elle venait de mourir aussi. Tragique. Il fallait que je trouve quelqu'un qui l'ait connu. C'est alors qu'on m'a parlé d'un vieux berger, Agélaos, qui habitait le mont Pélias, vers Troie. Donc qu'est-ce qu'il a fallu que je fasse? Bateau, vomi, retour à Troie. J'ai cherché un long moment dans la montagne. Et puis j'ai vu une petite cabane accrochée à un rocher. Autour de la cabane, il y avait quelques chèvres qui paissaient. Et puis là, sur le devant de la cabane, sur une grosse pierre, il y avait un homme qui était assis, un vieil homme. Quand il m'a vu, il a levé les yeux, il s'est relevé, appuyé sur sa canne, et il m'a dit « Ah, vous venez pour le gamin ?» Apparemment, j'étais pas le premier à venir pour le gamin. Je suis rentré dans sa cabane, il m'a servi du lait de chèvre pour nouer la conversation. Et puis, je le voyais, il avait les larmes aux yeux. Mais il a commencé à me raconter à son tour. Agéléos était le berger du roi Priam. Il gardait le troupeau du roi. Et ce jour-là, le roi est arrivé avec dans ses bras un nouveau-né, son nouveau fils.
Agéléos était fier que le roi vienne lui présenter lui-même son nouveau-né. Il s'appelait Paris. Mais le roi avait la mine triste. Il s'est avancé vers le berger et lui a dit écoute Agéléos, je te dois de confier une mission très importante. Jure-moi de la respecter. Oh, mais mon roi, je ferai tout pour vous. Eh bien, vois-tu, prends mon fils. C'était une lourde décision à prendre, mais ma femme a eu une prédiction. On lui a dit que ce fils causerait la ruine de Troie. Alors, pour le bien de la cité, il vaut mieux qu'il disparaisse. Prends le nouveau-né, emmène-le dans la montagne, et les bêtes sauvages feront le reste. Agéléos s'est retrouvé avec l'enfant dans ses bras. Il est parti dans la forêt. Il a déposé l'enfant au pied d'un arbre. Il n'avait jamais eu d'enfant. Il vivait seul dans sa petite cabane. Et quand il a vu le bébé lui faire un sourire, il n'a pas pu partir. Il a désobéi au roi. Il a pris l'enfant, il l'a ramené chez lui et à l'abri du monde, il l'a élevé. Il l'a élevé comme son propre fils. Il en a fait un berger, il en a fait un chasseur, il en a fait un archer redoutable. Il lui a même donné un autre nom pour qu'on ne le reconnaisse pas. Il l'a appelé Alexandre. Et puis, le jeune Alexandre a grandi. Il a fait la connaissance d'une jeune fille, une nymphe du nom d'Œnone. Ils se sont aimés, ils se sont épousés. Et puis, un jour, Agéléos a révélé à Alexandre sa véritable identité, qu'il était le prince de Troie. Alors Paris s'est retourné à Troie, il s'est révélé à sa famille, qu'il a acceptée. Oh, sa femme Œnone, comme elle était une nymphe, elle restait dans les forêts. Oh, régulièrement, Paris revenait voir le vieux Agéléos, venait voir sa femme. Parfois même, il gardait le troupeau comme avant, lorsqu'il était avec le berger. Et ce jour-là, Agéléos était là sur son banc de pierre, lorsqu'il a vu Paris arriver en courant. Il avait gardé, comme il le faisait plusieurs fois, le troupeau. Et là, en arrivant devant Agéléos, j'ai une grande nouvelle à t'annoncer. Demain, je pars pour Sparte. Agéléos l'a regardé. Comment ça, tu pars pour Sparte? Oui, je pars pour Sparte. Je vais chercher Hélène, la reine de Sparte, et je vais m'en faire mon épouse. Mais enfin, qu'est-ce qui te prend? T'es déjà marié. Et Œnone. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et puis, Hélène est mariée aussi, mais qu'est-ce qui te prend? Ah non, c'est Aphrodite qui m'a dit de le faire, alors je le fais, moi j'obéis aux dieux. Demain, je pars pour Sparte. Agéléos a bien essayé de le convaincre, mais non. Le lendemain, Paris partait pour Sparte. On connaît déjà la suite. Et depuis ce jour, le pauvre Agéléos s'est toujours senti responsable de ce qui s'était passé. Bah oui, c'est peut-être lui le responsable de cette guerre. Finalement, s'il avait tué cet enfant comme le roi lui avait demandé, il n'y aurait pas eu de guerre. Mais bon, Priam aurait pu faire le travail lui-même plutôt que de le confier à son berger, s'il avait eu un peu de courage. Si je résume la situation, vous arrivez à suivre? Parce que moi, parfois, je me perds. En gros, Paris serait parti voir enlever Hélène. Mais pourquoi? J'avais toujours pas compris. Et j'allais partir quand Agéléos m'a rappelé. Voyant mon doute, il m'a dit « Faut que je vous explique quelque chose. » Il faut que je vous explique quelque chose. J'en sais un peu plus en fait. Ah, oui, il m'a dit Paris m'a dit que Aphrodite lui avait dit de le faire, mais il m'a dit pourquoi. Ah bon? Bah expliquez-moi.
Eh bien, il m'a dit qu'il était là en train de garder son troupeau lorsque est tombée du ciel une pomme. Ah oui. Et sur cette pomme, une pomme en or, il y avait une inscription. Attendez, je vous la montre. Ici. Vous savez lire le grec? Te kalisté. Personne parle grec. À la plus belle. Paris ne comprenait pas qu'est-ce que c'est que cette pomme. Et au moment où il a levé la tête, 3 déesses sont apparues devant lui. Il était surpris. Enfin, je ne sais pas si ça vous arrive souvent que des déesses ou des dieux apparaissent devant vous, mais même lui, qui était prince, ça l'a surpris. Surtout qu'il ne pensait pas les voir là. Il paraît que tous les dieux, toutes les déesses étaient à un mariage. Celui de Thétis et Pélée sur le mont Pélion. Ça fait beaucoup de P. Alors, il était d'autant plus surpris de les voir devant lui. Il y avait là Héra, la femme de Zeus. Elle n'est pas commode, Héra. Hein? Il faut dire que son mari lui en fait voir toutes les couleurs. Déesse du mariage. À côté d'elle, il y avait Athéna, avec son casque, son bouclier et sa lance. Déesse de l'intelligence, de la stratégie militaire. Et à côté, il y avait Aphrodite, déesse de la beauté et de l'amour. Et les 3 déesses lui ont expliqué qu'il devait donner la pomme à la plus belle des 3. Paris savait laquelle choisir. Il ne fallait pas se tromper. S'il faisait une erreur, il risquait d'avoir des problèmes. Le voyant hésiter, la première à s'avancer vers lui, c'est Héra. Héra lui dit, écoute, si tu fais de moi la plus belle, je ferai en sorte que tu aies le plus grand royaume qui n'ait jamais existé. Du levant jusqu'au couchant. Il était prêt à tendre la pomme à Héra. Lorsqu'Athéna s'est avancée, non, si tu me choisis moi, je ferai de toi le plus grand général qui ait jamais existé. Tu seras le plus grand héros. On se souviendra de ton nom à travers les siècles. Tu auras la gloire. Et victoire sur victoire, tu enchaîneras. Paris hésitait toujours. C'est alors que s'est avancée Aphrodite. Elle s'est avancée vers lui et... elle a fait tomber tous ses vêtements. Si tu me choisis moi, je ferai en sorte que la plus belle femme de la terre tombe amoureuse de toi. Enfin, un peu moins belle que moi, forcément. Et là, Paris n'a pas hésité. Finalement, il était déjà prince d'un royaume, il avait une armée. Alors il a tendu la pomme à Aphrodite. Alors voilà pourquoi il devait aller chercher Hélène. C'est Aphrodite qui lui permettait d'épouser la plus belle femme du monde. Quand Agéléos a fini de m'expliquer ça, je me suis dit qu'il commençait à y avoir un problème. Ça voulait dire que les dieux étaient mêlés à tout ça. Et là, j'avoue que j'ai hésité à continuer. Les dieux. Vous avez déjà été confronté aux dieux? Non, vaut mieux pas. Ça finit toujours mal. Mais bon, mon enquête n'était pas finie et on m'avait demandé de trouver un responsable. J'allais quand même pas dire que c'était Aphrodite la responsable de la guerre. J'allais avoir des problèmes en haut lieu. Bon, il y avait une chose quand même. Dans son récit, Paris m'avait parlé d'un mariage, vous vous souvenez? Que tous les dieux étaient à un mariage. Peut-être que ça vient de là, de ce mariage. Parce que cette pomme, d'où elle vient? Cette pomme-là, d'où elle vient? Du mariage? Alors, ce mariage, c'était Thétis et Pélée. Thétis était une déesse, c'était dangereux. Pélée, lui, par contre, c'était un simple humain, un mortel. Alors, je me suis décidé d'aller rencontrer Pélée. Et
Pour ça, bateau, mal de mer, vomi. Depuis la mort de son fils, Achille, Pélée vivait en reclus, loin de tout. J'ai pas eu de mal à le trouver. Je lui ai demandé de me parler de son mariage. Et là, il a repris sourire. Ouais. À vrai dire, il comprenait pas trop tout ce qui s'était passé, tout l'enchaînement des événements. Bah déjà lui, un petit roi sans importance, qui se marie à une déesse, vous imaginez? Quand Zeus est venu lui annoncer qu'il allait épouser la déesse Thétis, il était fou de joie. Lui, on l'avait choisi, lui, pour épouser une déesse. Et en plus, on allait organiser un énorme mariage. Tous les dieux seraient là. Il était aux anges. Thétis, un peu moins. Thétis, c'était pas son option d'épouser un simple mortel. En plus, un petit roi sans importance. Et Zeus le demandait, elle devait s'exécuter. Ce que l'un et l'autre ne savaient pas, c'est que, au départ, Zeus et même Poséidon avaient des vues sur Thétis. Mais, là encore, une prophétie racontait que l'enfant de Thétis serait plus fort que son père. Autant vous dire que Zeus ne voulait pas quelqu'un plus fort que lui. Il avait connu ça avec son propre père déjà. Alors, on lui avait trouvé un mari sans importance, un petit roi. Oh, ça donnerait certainement quelqu'un de très fort, hein, mais moins fort qu'un dieu. C'était ça l'essentiel. Alors, on avait organisé le mariage. C'était une belle fête. Tous les dieux, toutes les déesses étaient là. Pélée était ravie. Thétis, elle n'avait qu'une hâte, c'est que ça se finisse. Et puis elle se demandait, mais pourquoi Zeus a invité tout le monde à mon mariage? Zeus avait exigé que tout le monde soit là. Enfin, tout le monde, non. Il y a une déesse qui n'avait pas été invitée. Eris. Eris, la déesse de la discorde. Si vous voulez un conseil, si vous organisez une fête, évitez de l'inviter. La fête se passait merveilleusement bien. Et quand tout d'un coup, qui est arrivé? En poussant un cri strident. Comment ça, on m'a pas invité? C'est une honte! Et dessous sa tunique, elle a sorti une pomme d'or qu'elle a jetée au milieu de 3 déesses qui étaient là en train de discuter. Aussi sec, dans le même cri strident, elle est repartie. Ce petit passage d'Eris a focalisé l'attention de tous les invités. Et surtout ce qui s'est passé après. Les 3 déesses qui étaient en train de se disputer la pomme. Ça faisait rire tout le monde. La première disait « Mais enfin, je suis Héra, c'est forcément moi la plus belle. Zeus aurait quand même pas pris la plus moche, non ?» La deuxième, c'était Athéna. « Mais enfin, moi, je suis la fille de Zeus. C'est forcément moi la plus belle. » Je cherche un père qui a une femme et une fille dans la salle pour appuyer mon propos. La troisième, c'est Aphrodite, qui
J'ai dit, bah non, c'est forcément moi la plus belle. En tout cas, les trois n'arrivaient pas à se mettre d'accord. Il fallait que quelqu'un choisisse. Alors les trois déesses ont fait appel à Zeus. Bah oui, lui, il saurait, forcément. C'est quand même le dieu des dieux. Elles lui ont expliqué la situation. Et Zeus a réfléchi. Bon. Laquelle des trois choisir? Ma femme. C'est forcément la plus belle. Vous êtes d'accord, monsieur? Tout à fait. Oui, mais même ma fille. C'est aussi la plus belle. Oui, mais il y a Aphrodite. C'est vrai qu'Aphrodite, elle est particulièrement belle. Hein, je sais que... Et puis parfois, elle rendait des petits services à Zeus quand il allait sur Terre. Alors Zeus est allé voir les trois déesses, il leur a dit, j'ai décidé. J'ai décidé de ne rien décider du tout. Non. Je vous connais trop bien toutes les trois. Non, il faudrait que ce soit quelqu'un qui ne vous ait jamais vu, un simple mortel sur Terre par exemple. Alors Zeus a ramassé la pomme et a jeté la pomme sur Terre. La pomme qui est tombée aux pieds de Paris. Ainsi, le responsable de cette guerre serait Eris, la déesse de la discorde. Bon, c'est pas la mieux aimée des déesses. Mais moi, j'avais envie d'aller plus loin. Je me disais que ça pouvait pas s'arrêter là. Je veux bien que Eris soit en colère. Mais en gros, vous n'êtes pas invité à un mariage, vous déclenchez une guerre mondiale? C'est quand même ça, hein? Et puis cette pomme, ça m'intriguait toujours, moi. Comment elle a pu se procurer cette pomme? C'était trop intelligent pour Eris. Je me dis qu'il fallait que je continue mes recherches. C'est à ce moment-là que on est venu frapper à ma porte. J'ai ouvert. Il y avait le même type qu'au début avec ses petites ailes. Il m'a dit, c'est bon, tu as trouvé un responsable. C'est Eris, c'est parfait pour nous. C'est l'histoire qu'on racontera. Voilà. J'ai dit, non, j'ai encore d'autres choses à fouiller, je peux faire d'autres... Non, 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 c'est la version officielle, c'est celle qu'on racontera. Là-haut, c'est ce qu'on a décidé, on s'arrête là. Fallait mieux pas insister. Alors c'est à ce moment-là que j'ai arrêté mon enquête. Eris était donc la responsable de la guerre de Troie. En tout cas, c'est ce qu'on vous apprend encore. Mais moi, cette histoire, elle est restée dans ma tête. Je me disais qu'il y avait un autre palier encore plus haut. Mais là, ça devenait beaucoup trop dangereux pour moi. Alors j'ai attendu. J'ai attendu que les dieux disparaissent. Vous savez comment les dieux disparaissent? Il suffit que plus personne ne croit en eux. Et c'est ce qui s'est passé petit à petit, au fil du temps. On a préféré croire en d'autres dieux. Je ne sais pas s'ils sont meilleurs que Dieu de l'Olympe, mais en tout cas, moi, une fois que tous les dieux ont disparu, j'ai repris mon enquête. Et tout est là. J'ai fait un dernier voyage au jardin des Hespérides. Vous connaissez le jardin des Hespérides? C'est le jardin où on trouve des pommes. Des pommes d'or. Et là, j'ai rencontré une nymphe. Une des dernières Hespérides. Oh, elle était très très vieille. Et là, elle m'a raconté des choses très intéressantes que je vous livre en exclusivité ce soir, que vous ne répéterez à personne. Les pommes d'or sont au jardin des Hespérides, on est d'accord. Gardées par les Hespérides, ces nymphes. Qui sont les parents des Hespérides? Leur père, c'est facile, hein, il a un peu donné naissance à toute la mythologie. Zeus, oui. Et leur mère. Je vous donne un indice qui va s'afficher sous votre écran. C'est comme ça que j'ai appelé mon dossier le dossier Roussos.
Roussos. Thémis Roussos. Je suis très fier de cette blague. Thémis était la deuxième femme de Zeus. Ouais. Et vous savez, on dit que derrière un homme, il y a toujours une femme. Et bien, derrière un dieu, il y a toujours une déesse. Et Zeus ne pouvait pas se passer de Thémis. Dès qu'il avait un problème, un souci, eh bien, il allait lui demander conseil. Et ce jour-là, Zeus est allé voir Thémis, il était bien embêté. La terre se plaignait. La terre-mère, Gaïa. La terre se plaignait des hommes. Elle trouvait qu'ils étaient trop nombreux, qu'ils la détruisaient, qu'ils creusaient ses montagnes, qu'ils labouraient ses prairies, qu'ils exploitaient ses poissons. Et puis surtout, ils devenaient de plus en plus nombreux sur cette terre, et la terre commençait à étouffer. Il fallait faire quelque chose. Il fallait faire en sorte qu'il y ait un peu moins d'humains sur cette terre. Alors Zeus était venu demander conseil à Thémis, comme il le faisait à son habitude. Au départ, ils ont pensé faire en sorte que... Attention, il y a quelqu'un qui part pour 3. Bonne chance, l'ami. Courage. J'en étais du coup. Oui. Il fallait trouver un moyen qu'il y ait moins d'hommes sur Terre. Alors, Zeus a émis l'hypothèse de faire en sorte que les humains ne puissent plus avoir d'enfants. Bah oui, c'était la solution la plus simple, les rendre tous stériles. Mais à terme, ça veut dire qu'il n'y aurait plus d'humains. Et s'il n'y a plus d'humains, plus personne peut croire au Dieu, plus de Dieu. Trop radical. Une catastrophe naturelle, une inondation. Ah oui, mais la Terre ne serait pas contente, ça la détruirait aussi en partie. Une épidémie, un petit virus comme ça, qui oblige les gens à s'enfermer chez eux. Ça serait une bonne idée. Ah oui, mais c'est toujours les mêmes qui meurent, c'est les plus faibles. Les forts resteraient en vie, c'est pas assez radical. Une guerre. Voilà, une bonne petite guerre. Mais Zeus en avait déclenché des guerres, mais des locales. Non, là, il fallait une guerre mondiale. Oui, parce qu'à cette époque, à part la Grèce et ces 3, c'est tout. Il n'y a que ça dans le monde. Une guerre mondiale. Ça, c'était une bonne idée. Il fallait déclencher une guerre mondiale. Mais comment faire? C'est Thémis qui a eu l'idée. Surtout, comment faire sans qu'on ne puisse remonter à eux? Thémis a tout planifié. Elle a dit à Zeus quoi faire. Elle lui a dit d'organiser un mariage. Un mariage où tous les dieux seraient conviés, sans exception. Sauf une déesse, Eris. Zeus ne semblait pas trop comprendre. Thémis est allée dans le jardin, elle accueillit une pomme. Elle y a inscrit dessus Te Caliste. Et elle lui a dit, moi, je me charge d'Eris, occupe-toi du mariage, je m'occupe du reste. Et dans une dizaine d'années, le problème de surpopulation sera réglé. Et c'est ce qui s'est passé. Ainsi, on avait fait la guerre parce qu'il y avait trop d'humains sur Terre. Mon ami Homère, lui-même, qui était bien en phase avec les dieux, m'a rapporté que Zeus lui-même avait dit que la pire des créatures sur Terre, c'était vous, pauvres humains. Alors oui, les dieux ont disparu. Mais les hommes se sont démultipliés. Alors, méfiez-vous si une pomme tombe du ciel.
Et je suis désolé, je vais faire tomber des pommes du ciel, hein, mais on dit que 3 pommes tombent du ciel. N'ayez pas peur, on risque pas la guerre. La première est pour nous, Vincent et moi-même, qui nous avons raconté ces histoires. La deuxième est pour vous, qui les avez écoutées. Quant à la troisième, je la coupe en deux. J'en jette la moitié derrière moi pour tous ceux qui ont raconté ces histoires avant moi, et je peux vous dire qu'ils sont très très nombreux. Et je jette l'autre moitié devant moi pour tous ceux qui les raconteront après. Merci à vous. Vincent Brégère à la guitare. Il n'y a pas de micro. Pierre Padaillet au compte. Et on voudrait remercier énormément le Musée de la Romanité de nous avoir accueillis parce qu'en fait ce spectacle c'était la première aujourd'hui. Il a été vraiment créé pour l'occasion, pour notre venue ici en rapport avec l'exposition. Voilà. Donc ben, merci à eux de leur confiance. Voilà. Et merci aussi à, je sais plus son prénom, Jérémy, Clément, je sais plus, à la technique. Merci à vous, bonne fin de journée. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir nous voir.